Donc qu'est-ce qu'on fait quand on observe Pardon? l'émotion? Quand on observe l'émotion, la sensation, on a toujours l'impression de créer une distance. Pourquoi voulez-vous observer l'émotion? L'émotion nous traverse, n'est-ce pas? Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'origine de l'émotion. D'abord, il y a des tas d'émotions. Il y a des émotions positives et des émotions négatives. Oui. La joie, le soulagement, l'émotion esthétique, la tendresse, etc. Il y a des tas de formes d'émotions qui sont positives. On ne peut pas se débarrasser de ces émotions. Ces émotions sont simplement une manière pour le corps, l'émotion c'est le corps en mouvement, c'est le corps, est une manière pour le corps de réagir à une expérience qui est l'expérience de la source. Ça c'est l'émotion positive. L'émotion négative est liée à la peur et à l'agression. Oui. Et l'émotion négative, en présence d'un danger réel, par exemple, ou d'un besoin vraiment réel, Oui. est naturelle, il n'y a rien à faire pour ça. Si un tigre entre dans cette pièce, il y aura une grande émotion qui va s'emparer de nous, et cette grande émotion est naturelle et pour de bonnes raisons. Par contre, le problème avec les émotions négatives, ce sont celles qui sont déclenchées à mauvais escient par la croyance que nous sommes une entité séparée, qui nous fait vivre dans la peur et dans le besoin permanent. N'est-ce pas? Donc, ça ne sert à rien de vouloir changer ces émotions négatives en les travaillant les unes après les autres, tant que nous n'avons pas traité la cause première, qui est cette croyance d'être séparé. Mais on nous dit bien, faites attention au corps, apprenez à détendre votre corps pour connaître votre corps. Vous dites, on vous dit bien. Moi, c'est pas moi, il faut le demander à ceux qui vous le disent. D'accord, très bien. Vous pouvez me Bien. Non, mais je vous écoute, il n'y a pas de souci. Mais j'ai cru comprendre qu'il était important d'avoir un corps détendu. Qu'il était important de voir les émotions dans le corps. Ça, j'ai cru comprendre. Oui, il faut être ouvert. Lorsque nous ne sommes pas, disons, il faut comprendre que la conscience est ouverte en permanence. Vous voyez ce que je veux dire? Si la conscience, même quand je dis non, quand je refuse, Oui. ce refus peut apparaître uniquement parce que la conscience dit oui au refus. Vous voyez? Donc la conscience, sa nature originelle, c'est une ouverture, c'est un oui permanent. Oui. N'est-ce pas? Donc, nous, lorsque nous abandonnons notre point de vue personnel, notre situation personnelle, nous le faisons en nous ouvrant d'une manière multidimensionnelle. Multidimensionnelle, ça veut dire qu'on n'est pas sélectif. On accueille les pensées, on accueille les sensations corporelles. On accueille les sensations externes. Sur un même plan, on accueille tout. Donc c'est dans ce sens que la voie de l'accueil, si vous voulez, la voie de l'ouverture, est un moyen pour nous de nous situer dans notre centre véritable en tant que conscience. Quand vous dites accueil, vous dites constat de l'existence? Non, je veux dire accueil de tout ce que l'instant nous apporte sous forme de sensations, de pensées, de perceptions, etc. Ça, on n'a pas le choix, en fait, de... On n'a pas le choix, vous avez raison. Ultimement, c'est vrai, on n'a pas le choix. Mais il semble que l'on ait le choix. Si l'on comprend qu'on n'a pas le choix, nous sommes dans l'accueil. Cette compréhension nous plonge immédiatement dans l'accueil. Le problème ne surgit que si nous pensons que nous avons le choix. Et là, on résiste. Si nous pensons que nous avons le choix, la voie la plus directe, c'est de comprendre que nous n'avons pas le choix, effectivement, en tant qu'entité séparée. Parce que ça nous plonge instantanément dans l'accueil.
Vous voyez, parce que si je crois que je peux choisir mes pensées, si je crois que je peux choisir mes sensations, je vais faire des tas d'efforts pour faire des sélections, etc. À partir du moment où je comprends que je n'ai pas ce choix, j'arrête tout effort de sélection et je me trouve dans l'ouverture. N'est-ce pas? Donc, cette recommandation, si vous voulez, d'ouverture, n'est valable que si l'on croit que l'on a le choix d'être ouvert ou de ne pas être ouvert. Dans ce cas-là, cette recommandation est valable. Mais le mieux, c'est de comprendre qu'en tant qu'entité séparée, nous n'avons pas de choix. Nous sommes des marionnettes aux mains de la réalité. C'est l'entité séparée en laquelle je crois toujours. Il y a toujours cette croyance qui est Dieu. Oui. Malgré ce que vous avez dit. Bien sûr. Mais moi, ce que je fais, j'introduis le ver dans le fruit. Le ver, il fait son travail. Après, si à un moment s'il y a quelque chose qui vous parle dans ce que je dis, s'il y a quelque chose qui vous semble vrai, cet élément de vérité ensuite fait son chemin. J'ai l'impression que quand j'ouvre les yeux le matin et quand je ferme les yeux le soir, tout a tourné autour de moi. C'est à la fois vrai et faux. En tant que conscience, c'est vrai. Tout tourne autour de vous. Mais tout n'a d'existence que parce que les yeux ont été ouverts et les yeux... Enfin, tout s'éteint quand les yeux se ferment. Ça, c'est une identification au mental. C'est pas la même chose. D'accord. Ok. Notre expérience humaine, elle est faite de perception mentale. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire de pensée, mais même le monde extérieur, nous ne le percevons pas directement. Je veux dire, nous percevons nos perceptions du monde extérieur. Oui. Vous et moi, quand nous regardons ce micro, nous ne voyons pas la même chose. Oui. Nous avons deux images différentes. N'est-ce pas? Oui. Ce qui prouve que ni vous ni moi, nous voyons le micro. Nous voyons nos perceptions du micro. Oui. Hein? Oui. C'est-à-dire que, en d'autres termes, le micro, il est là, dans cet espace physique, Oui. il est situé là. Par contre, votre perception du micro, où se situe-t-elle? Même pas. C'est même pas dans un espace physique. Elle se situe dans la conscience. Oui. Hein? C'est tout ce qu'on peut en dire. Donc, en fait, elle est faite de conscience. Oui. Donc, en tant que notre expérience humaine, elle est entièrement mentale. Nous ne percevons que des perceptions, des pensées, des sensations. Nous ne percevons jamais directement un univers physique. L'univers physique est une hypothèse rationnelle, mais n'est pas une expérience perceptuelle. Je vous ai perdu. Nous ne percevons pas l'univers physique, nous ne percevons que l'univers mental. Nous ne percevons que les perceptions dont on a conscience, d'accord. Donc, en fait, en toute logique, on ne peut pas dire qu'il y a un monde qui existe extérieurement au mental. On ne peut pas dire non plus qu'il n'existe pas. En toute logique, on doit rester agnostique sur ce sujet. On doit rester agnostique sur ce sujet. On ne peut pas, par exemple, imaginer une expérience qui puisse prouver l'existence ou la non-existence d'un monde à l'extérieur du mental.
Et le toucher? Mais quand vous dites mental, vous dites conscience aussi, c'est ça? Non, mental, c'est pas la même chose. Le mental, c'est fait de perception. Le mental est fait de perception. D'accord. Et donc, il y a, pour chaque individuel, vos perceptions et mes perceptions, vos pensées et mes pensées ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas? Oui. Donc, au niveau, les mentales sont tous différents. Oui, d'accord. Par contre, la conscience, c'est ce qui perçoit le mental. Oui. La conscience n'a pas de caractéristiques propres. C'est cette absence de caractéristiques propres de la conscience qui lui permet, qui lui donne son universalité. Oui, Francis, vous dites qu'en fait, on ne perçoit que nos perceptions. Jusque-là, c'est ça, c'est facile à appréhender. Mais le toucher du micro, c'est aussi qu'une perception. Bien sûr. Ça ne nous donne aucune preuve de l'existence du monde extérieur. Pas plus que la vision du micro. Pas plus. On peut s'en rendre compte en rêve. L'année dernière, j'ai rêvé de mon maître, Jean Klein. J'ai rêvé que je le touchais. C'était très réel. Je lui prenais les épaules. J'ai une autre question. Tu parles souvent d'enquête sur ce que l'on croit être. Donc, dans la question fondamentale, qu'est-ce que je suis? Qui est je? En fait, il y a deux voies d'accès. Il y a la voie d'accès par cette fameuse enquête sur qu'est-ce que c'est que ce que je crois être. Voilà, donc c'est quelque chose en creux finalement. Et puis l'accès direct à ce que je suis. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Je crois que la discrimination, c'est la distinction entre qu'est-ce que je crois être et qu'est-ce que je me sais être. D'accord. Qu'est-ce que je me sais être? Et la réponse que j'apporte à cette question, j'apporte une réponse à cette question. Qu'est-ce que je me sais être? Je me sais être ce qui entend ces mots en ce moment. C'est ça que je me sais être. Ce que je crois être, un homme né à tel moment, etc., ça c'est autre chose, c'est une autre paire de manches. Dans ce que je me sais être, il n'y a pas beaucoup de détails. Tu vois, il n'y a qu'une seule chose. Dans ce que je crois être, c'est infini. C'est infini. Mais dans ce que je me sais être, c'est direct et c'est pas compliqué, c'est extrêmement simple. Donc la voie directe, c'est rentrer dans ce je sais être, la conscience. La voie directe, c'est... Enfin, la voie directe, je m'entends, c'est ne pas aller chercher ce que... L'enquête du soi, c'est l'examen de ce que je crois être à la lumière de ce que je me sais être. Et le doute qui surgit par rapport à tout ce que je crois être, puisque ça ne correspond pas à ce que je me sais être. Donc il y a un lâcher-prise, il y a une déconstruction de ce que je crois être au profit de ce que je me sais être. C'est dans l'ignorance, la prépondérance est accordée, non pas la prépondérance, l'exclusivité est accordée à ce que je crois être. La plupart des personnes que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours, si on leur demande « qu'êtes-vous ?», eh bien, la réponse sera en termes de ceux qui se croient être. Et donc il y a une déconstruction, dissolution progressive de ce que nous croyons être au profit
de ce que nous sachons être. Tu dis je suis celui qui entend le mot. Tu pourrais dire aussi je suis celui qui voit, je suis celui qui sent. Absolument, c'est le même. Ouais. De dire je suis celui qui entend ces mots, c'est parce que je parle en ce moment. Hein? Et si je parlais à un sourd, je dirais je suis celui qui lit sur ses lèvres. Donc quand même, les perceptions peuvent être une voie d'accès. Puisque au niveau des perceptions, tu peux chercher qui est celui qui... Oui, mais à ce moment-là, on quitte la perception. Ah oui, oui, oui. Justement, oui, tu le vois, au moment où on prend, où on dedans. quitte ce moment où on quitte la perception, on prend conscience. Voilà. Et le langage que nous utilisons, les mots du langage sont révélateurs. L'expression prendre conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lâche la perception pour prendre la conscience. On lâche la perception, on prend conscience. Et en fait, ça, c'est le truc quand on a un chi, cherche qui tu es. Bien sûr. Tout à l'heure, tu as dit nous ne sommes que des marionnettes aux mains de la réalité. En tant que corps mental séparé. Oui, mais ma question c'est à propos de la réalité. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui se passe aux mains de la réalité. Donc, qu'est-ce que c'est cette réalité? C'est les événements qui arrivent, c'est Dieu, c'est... La réalité, c'est ce qui n'est pas une illusion. Et une illusion, c'est quelque chose qui peut disparaître absolument. Peut disparaître absolument. Disparaître sans laisser aucune trace. Disparaître absolument. Par exemple, l'exemple classique en Inde, c'est une corde levée sur le sol, dans la pénombre, qui est prise pour un serpent. Et en s'approchant ou en faisant de la lumière, on se rend compte qu'il s'agit d'une corde. Au moment où on prend conscience de la corde, le serpent disparaît absolument. Vous voyez ce que je veux dire? Le serpent, que l'on croyait être là, non seulement il n'est pas là, mais il n'est pas parti se loger dans un trou ailleurs. Il a disparu absolument. Donc une illusion, c'est une chose qui peut disparaître absolument. Et donc la réalité peut être définie par opposition en disant c'est ce qui n'est pas une illusion. Donc c'est ce qui ne peut jamais disparaître absolument. Donc la réalité, c'est ce qui est toujours présent. Et par exemple, si nous posons la question de notre réalité, ça sera ce qui est toujours présent avec nous. Ce dont nous ne nous départissons jamais, n'est-ce pas? Ce dont nous ne nous départissons jamais, c'est notre réalité. Et qu'est-ce donc ce dont nous ne nous départissons jamais? C'est la conscience. Pendant la nuit, ce corps nous quitte. L'expérience de ce corps nous quitte. Dans le sommeil profond, les pensées nous quittent. Et ce dont nous ne départissons jamais, notre identité véritable, notre réalité, c'est la conscience. Et de la même manière, on se pose la question, je ne sais pas, un physicien se pose la question, quelle est la réalité? Est-ce que la réalité c'est une particule? Oui, non, mais cette particule peut se transformer, elle peut donner naissance à d'autres particules, elle peut disparaître, donner de vie. Donc quelle est la réalité sous-jacente derrière tout ça? Je reviens toujours à la même chose. Comment on fait pour ce que tu disais, le mental, c'est les sensations, enfin, comment on fait pour... La différence entre la conscience et le mental,
Non, c'est comment on fait pour lâcher les perceptions et n'être que... Enfin, et rester avec... Mais pourquoi lâcher les perceptions? C'est... Comment on fait pour retourner le regard vers la conscience plutôt que d'être complètement focalisé sur les perceptions, les sensations, tout ça? Comment on fait? C'est juste quelque chose qui me paraît infaisable. Comment fait la crêpe pour se retourner? Comment on fait la quoi? La crêpe pour se retourner. Ben, la crêpe, elle fait rien. Voilà. Elle se laisse retourner. Ce qui retourne cette crêpe-là, c'est la compréhension. Comment on fait pour comprendre? Comment on fait pour comprendre quelque chose? On arrête de croire que les perceptions, enfin tout ce qui est usoire, c'est... Même dans la vie de tous les jours, comment on fait pour comprendre quelque chose? On se laisse faire. On se laisse toucher par la compréhension. On écoute. Et à un certain moment, la compréhension nous vient. Il n'y a pas d'autre moyen. Comment on fait pour comprendre? On se laisse toucher. Comment on fait pour aimer? On se laisse toucher. Comment on fait pour voir la beauté? On se laisse toucher. On fait la crêpe. Tu pourrais peut-être raconter à Frédéric l'histoire que racontait Jean Klein quand il y a les enfants qui sont fascinés par les jouets à l'époque de Noël au niveau des vitrines. Dans les vitrines, pardon. Oui, mais je la raconte en général dans un autre contexte. À Noël. Francis, moi je voudrais continuer dans ce même sujet. Quand tu nous dis que, et c'est évident, au niveau des perceptions, chaque mental perçoit ce qu'il perçoit là où il est situé. Mais en fait, le mental ne perçoit pas. Le mental est en quelque sorte... La métaphore, moi j'aime bien la métaphore qu'utilisait Ramana Maharshi, celle d'une tour circulaire, au centre de laquelle il y a un guetteur, et cette tour, qui est grande, a beaucoup de fenêtres. Et donc c'est le même guetteur qui observe le paysage à travers toutes ces fenêtres. Donc le mental correspond, les limitations du mental correspondent au fond à l'embrasure de la fenêtre. D'accord, mais la conscience, qui est donc le guetteur, elle n'a pas de caractéristiques. Donc la conscience permet au mental de percevoir, mais elle-même qui perçoit... Elle perçoit, elle ne permet pas au mental de percevoir. Elle perçoit à travers le mental. Mais elle-même, quand on connaît ou quand on réfléchit sur ce qu'est la conscience, elle n'a pas de caractéristiques, elle n'a pas de division. Elle n'a pas de perception en soi-même. La conscience, en tant que conscience... Donc, elle n'a pas de perception, elle a des perceptions. La conscience, elle existe à la fois sans perception, entre les perceptions, elle existe aussi pendant les perceptions. À travers le mental. Même pas à travers le mental. Le mental existe à travers la conscience. La conscience n'existe pas à travers le mental. Là, je prouve ce que je viens de dire. La nature d'une pensée, par exemple, ou d'une perception, d'abord, on en revient à l'exemple du micro. On comprend d'abord que quand je perçois le micro, c'est pas physique, parce que je ne perçois pas l'objet physique, je perçois une perception qui, elle, est subtile, c'est-à-dire analogue à une pensée. Donc déjà, on est passé du grossier au subtil. Mais quand je m'intéresse à cette perception mentale subtile, avant la perception, il y avait la conscience. Pendant la perception, il y a la conscience. Après la perception, il y a la conscience. Donc, la nature de la perception, c'est la conscience. Donc même là, on monte, on va encore une étape plus loin. De même qu'on était passé du grossier au subtil, là on passe du subtil au causal, si tu veux, c'est du plan du mental au plan de la conscience. On comprend que tout est conscience. Et quand la conscience perçoit
Grâce au mental, on peut dire que c'est la conscience en action. Oui, la conscience crée l'illusion d'un mental, c'est Maillard, et crée le monde. La base de ma question, en fait, c'était que le monde n'était que perception. On ne perçoit le monde que par les perceptions que l'on en a. En tant que... Là, ça c'est dit à partir du mental, et ça limite Dieu, ça limite la conscience. Pourquoi? Il peut y avoir des formes d'existence qui ne soient pas sous forme de perception. Là, tu réponds à la question, est-ce que le monde existe indépendamment d'être perçu? Peut-être ben oui, peut-être ben non. C'est pas important de répondre à cette question. D'accord.